merci de me suggérer de réfléchir à ce sujet délicat qui fait sûrement suite, c'est pour ça que vous m'avez proposé sûrement de parler de ça. Je m'occupe à l'Académie de médecine de la commission 3 qui est soins complémentaires et thermalisme et que nous avons publié il y a un peu moins d'un an un rapport sur l'irrationalité en médecine. Alors, donc vous parlez aujourd'hui de médecine intégrative. Il y a un symptôme derrière la médecine intégrative, c'est le problème de la définition. Hein. En fait, on ne sait pas trop de quoi on parle. En principe, on soigne un patient et on soigne un patient avec tous les instruments que l'on peut utiliser pour qu'il aille mieux. Et donc, par définition, la médecine est intégrative. Alors, pourquoi ressent-on le besoin de promouvoir une médecine intégrative? D'autant plus qu'à l'origine, dans tous les endroits du monde, la médecine était intégrative. C'est que la médecine chamanique est une médecine intégrative où il y a un patient, il y a des herbes, il y a une famille, il y a une société, il y a une spiritualité, et tout ça est géré par le chaman. Le problème, c'est que ça ne marche pas trop. Quand on fait un arrêt cardiaque ou un infarctus du myocarde, il vaut mieux se faire poser un stent que de recourir à la médecine chamanique. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, au fur et à mesure que la médecine, telle qu'on la connaît en Occident, s'est construite, elle est devenue une médecine désintégrative. C'est-à-dire que, eh bien, progressivement, il y a eu Vézal, il y a eu l'anatomie macroscopique, l'anatomie microscopique, la physiologie, la biologie moléculaire, et on arrive à l'épidémie de Covid où il y a des vaccins à ARN. Et donc, c'est une maladie mondiale, c'est une maladie qui nous pose des problèmes considérables, et pour nous en protéger, nous utilisons un médicament extraordinairement sophistiqué, qui n'est absolument pas intégratif, qui va, par un mécanisme sophistiqué, nous protéger de cette maladie, et ça marche. Voilà, ça marche. Et en fait, notre médecine occidentale, elle est nourrie de cette causalité, qui est que finalement, quand un humain va mal, on dit qu'il est malade, qu'il a une maladie, que la maladie correspond à un dysfonctionnement d'organes, et qu'il faut comprendre la cause du dysfonctionnement d'organes et agir sur cette cause pour guérir le malade. C'est exactement ce que Claude Bernard écrit dans l'introduction à la médecine expérimentale. Donc il y a des enchaînements de causes et d'effets, et l'on agit sur les causes, et ça marche. C'est une forme de rationalité de la pensée. C'est une rationalité scientifique. Alors, en fait, c'est partiellement vrai. Alors bien sûr, c'est vrai en partie. C'est vrai quand on a un infarctus du myocarde, il y a une coronaire qui se bouche. Si on pose un stent, ça permet de déboucher la coronaire et les patients vont mieux. Quand on a une méningite cérébrospinale, c'est une bactérie qui nous attaque et un antibiotique va guérir le patient. On agit sur la cause. Donc c'est incontestable que c'est quelque chose qui fonctionne. Mais même pour les maladies bactériennes, en fait c'est plus compliqué que ça. Prenez la syphilis. Quelle est la cause de la syphilis? Alors spontanément on va immédiatement dire c'est un tréponème, c'est une bactérie qui cause... oui, mais en fait, on pourrait dire que c'est Christophe Colomb qui est la cause de la syphilis. Il paraît que c'est discuté, mais c'est un mythe qui est que la syphilis n'existait pas chez nous et qu'elle a été importée d'Amérique, donc c'est peut-être la cause aussi. Et puis quand même, la syphilis, c'est en général une maladie sexuellement transmissible. Si vous n'avez pas de rapport sexuel, en général, vous n'aurez pas de syphilis. Donc en fait, la cause de la syphilis, c'est aussi votre sexualité. C'est peut-être que vous avez des conduites sexuelles à risque. Et quelle est la cause de ça? Donc on voit que dans la réalité, la notion d'enchaînement causal qui fait qu'on va agir sur une cause, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, il faut le regarder dans le détail. En fait, nous n'agissons pas sur la cause. C'est très rare. Nous agissons sur des conditions nécessaires à la maladie. C'est-à-dire que une condition nécessaire de la tuberculose, c'est d'avoir été en contact avec le bacille de Koch. S'il n'y a pas de bacille de Koch, il n'y a pas de tuberculose. Donc si un patient a une tuberculose, si on tue le bacille de Koch,
en général, ça va aller mieux parce que le bacille de Koch n'était pas la cause, parce que le niveau socio-économique est une cause de tuberculose. L'endroit où vous habitez est une cause, et il y a même une vulnérabilité génétique à la tuberculose. Donc, le bacille de Koch n'est pas la cause de la tuberculose, il est une condition nécessaire forte. Et en fait, la médecine occidentale cherche dans la recherche les conditions nécessaires fortes à l'origine des maladies. Et en agissant sur ces conditions nécessaires, si elles n'existent plus, eh bien la maladie, en général, disparaît. Et c'est comme ça que l'on fonctionne. Alors, en fait, on fonctionne pour ça, mais avec les maladies qui nous intéressent beaucoup, qui sont en général les maladies bruyantes, aiguës. Mais aujourd'hui, en fait, comme vous le savez, les maladies changent. Et on a beaucoup de maladies. Et quand on soigne une maladie chronique, on ne soigne plus vraiment la cause de la maladie. Parce que ça ne marche plus. Parce que, en fait, le fait d'avoir une sclérose en plaques d'une maladie rénale chronique, quelle est la cause de la maladie rénale chronique? Elle se noie, ça peut être le diabète, ça peut être l'âge, ça peut être de la génétique, ça peut être des effets indésirables médicamenteux, ça peut être un ensemble de choses qui interagissent les unes avec les autres, et là-dedans, trouver une condition nécessaire forte, c'est pas facile. Et en général, dans les maladies chroniques, d'ailleurs si elles deviennent chroniques, c'est qu'on n'a pas trouvé cet élément nécessaire fort, et donc en fait, notre paradigme qui apparaît comme étant rationnel, en fait, il n'est plus opérant. Et donc, on est, si l'on veut être efficace, on est un peu tenu d'aborder le problème différemment, et c'est ce que font les médecins d'ailleurs, parce qu'un médecin, par définition, c'est quelqu'un de pragmatique. Alors ça, c'est un premier point, donc c'est partiellement vrai. Le deuxième point, c'est que, en fait, d'avoir conceptualisé la médecine en la désintégrant, ça a conduit au fait que l'on s'est focalisé sur le soin des maladies et pas des malades. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir dans beaucoup de dictionnaires quelle est la définition de la médecine. C'est la discipline qui vise à prévenir, diagnostiquer et soigner les maladies. Et c'est vrai dans les dictionnaires de langue anglaise ou des dictionnaires de langue française. Alors que, bien entendu, la médecine est une discipline qui vise à s'occuper des malades et pas des maladies. La maladie n'est qu'une construction qui permet au médecin d'opérationnaliser son soin. Et d'ailleurs, il faut à cet égard souligner que l'Académie de médecine a changé sa définition de la médecine. La médecine, c'est la discipline qui vise à soulager la souffrance et protéger la vie, et non plus à soigner les maladies. Et ce changement s'est fait il y a 2 ou 3 ans. Grâce à vous, Alors, donc, la médecine désintégrative est une médecine qui est manifestement efficace, mais qui n'est que partiellement efficace. Et alors, comme autre effet indésirable de la médecine désintégrative, qui du fait de son efficacité, a fait que beaucoup de médecins, en particulier dans les CHU, ont fétichisé la cause des maladies. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte finalement, c'est de trouver la cause. Et une fois que j'ai guéri la cause, alors j'ai fait mon travail. Et ça, on le voit, y compris dans la recherche clinique, avec le patient mort guéri. Vous avez un patient, et j'ai vécu ça dans un essai thérapeutique en réanimation, c'était des prises en charge de pneumonie bactérienne, donc on teste un antibiotique, et là, bien sûr, en réanimation, le critère d'efficacité en général, c'est la mortalité, et donc on comptait la mortalité à 30 jours, et il y avait des patients qui avaient des hémocultures négatives, qui avaient des radios du poumon claires, etc., donc ils étaient guéris, et pour le réanimateur, c'était un succès thérapeutique. Le patient mort guéri était un succès thérapeutique. Alors on disait, oui, mais quand même, il est mort. Oui, mais c'est parce qu'il n'a eu pas de chance. C'est-à-dire, il est mort d'autre chose. Mais nous, on a fait le job. Nous, on a guéri le patient. Et c'est ça qui compte, c'est de guérir le patient. Vous voyez, alors, bien sûr, quelque part, on comprend ce collègue et on comprend qu'en fait, il est conditionné, mais c'est pas mauvais d'être conditionné. Nous sommes tous conditionnés par quelque chose. Il est conditionné par
rechercher la cause de ce qui fait que le malade a une maladie, d'agir sur cette cause, et une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'ai fait mon job. Voilà. Alors donc, on est dans une médecine désintégrative et qui est rationnelle quelque part par construction, mais qui n'est que partiellement rationnelle. Alors du coup, ça amène à se poser la question, finalement, quand on parle de médecine rationnelle et de médecine partiellement rationnelle, qu'est-ce qu'on entend par le mot rationnel? Et là, il y a une surprise, c'est qu'en fait, on ne sait pas définir la rationalité en réalité. C'est un débat philosophique. Vous pouvez regarder l'article Rationalité dans la Stanford Encyclopedia of Philosophy, qui est d'ailleurs quelque chose disponible gratuitement sur Internet et qui est un ouvrage de référence pour les philosophes mondiaux. En fait, il y a quasiment une dizaine de définitions de la rationalité, mais il y en a deux qui sont intéressantes en médecine. La première, c'est irrationnel, ce qui est consistant, et donc ça a à voir avec notre enchaînement de cause à effet. J'explique ce qui se passe, et une fois que je l'ai expliqué, ben j'agis en fonction de cette explication. Et j'agis logiquement. Et puis il y a une autre définition de la rationalité, irrationnel, ce qui arrive à celui qui met en œuvre ce qu'il faut pour arriver à ses fins. C'est-à-dire que dans la vie, j'ai des objectifs, si j'arrive à atteindre mes objectifs, je suis rationnel. Et quelle que soit l'approche que je prends pour arriver à mes objectifs. Et vous voyez ce vers quoi on va se diriger en médecine, eh bien, vous avez une médecine rationnelle qui obéit à une logique bernardienne, disons, et puis vous avez aussi une médecine rationnelle qui est que tous les coups sont permis pour guérir les patients. Et en fait, eh bien, ça peut conduire à un conflit de rationalité. C'est que vous pouvez rencontrer un patient, et vous, médecin, dans une faculté de médecine, on est conditionné par la rationalité bernardienne, c'est-à-dire que on a 600 heures de cours de biologie, etc., entre 0 et 10 heures de cours de psychologie médicale, ce qui vous fait voir comment on va conceptualiser la causalité, etc., et que si la syphilis, c'est à cause du traponème et pas à cause de votre sexualité, c'est parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on apprend la syphilis. Et c'est d'ailleurs, pourquoi pas, ça se discute. Et donc, en tant que médecin, et pour nous psychiatres, c'est encore plus sensible, en tant que médecin, je suis conditionné à cette approche de la rationalité, mais le patient que j'ai en face de moi, en fait, sa rationalité, c'est d'aller bien. Et il est tout à fait possible qu'il y ait un conflit de rationalité, et d'ailleurs c'est ce qu'on observe en ce moment avec une espèce de quiproquo, par exemple des patients qui ne prennent pas leur traitement, qui est considéré comme quelque chose de pas rationnel pour le médecin, parce que normalement j'ai trouvé la cause de ce qui allait mal, et le médicament va agir sur la cause, mais en fait la logique du patient n'est pas la même, et pour lui, ce qui compte pour arriver à ses fins, c'est pas de prendre ses médicaments pour des raisons X ou Y, qui sont que son conjoint l'ennuie et lui demande sans arrêt de prendre ses médicaments, ce qui lui fait plaisir, c'est d'embêter son conjoint et de ne pas prendre son médicament. Et c'est ça, en fait, qui est son objectif dans la vie. Et bien sûr, si on ne se rend pas compte de ça, eh bien le patient ne prendra pas son médicament et il y aura un quiproquo de rationalité, chacun aura sa propre rationalité. Et donc en fait, pour être véritablement rationnel en médecine, il faut s'intéresser aux fins des malades. C'est-à-dire qu'en fait, que veulent réellement nos malades? Et là, comme on vient de le voir avec cet exemple, ça n'est pas simple. Ça n'est pas simple, c'est que, bien entendu, soulager une souffrance, protéger la vie, bien entendu que nos patients veulent ça, bien entendu, mais en fait, dans l'immense majorité des cas, les patients qui viennent nous voir ne sont pas dans une extrême souffrance ou ne sont pas à l'aube de la mort. C'est pas ça qui se passe. Ça arrive, bien sûr, aux urgences, ça arrive. Mais le plus souvent, ce sont des patients qui viennent pour une maladie chronique, surveiller leur hypertension artérielle, dépister les mélanomes, etc., traiter une crise d'asthme, etc., etc. Et donc, c'est plus compliqué. Alors, regardons finalement dans le détail qu'est-ce qui se passe quand on est malade aujourd'hui. Alors d'abord, quand vous rentrez dans un cabinet médical, on l'oublie,
mais on se rend compte, on se rappelle qu'un jour on va mourir. Parce que vous savez que nous savons tous que nous allons mourir, c'est un fait, mais nous l'oublions sans arrêt. C'est comme ça. Quand vous allez voir un médecin, eh bien, on sait que quand on va voir un médecin, et quand on est en face de lui, dans le cabinet, qui a le stéthoscope, etc., la machine à prendre la tension artérielle, nous réalisons que nous sommes un corps fragile et qu'un jour ça va s'arrêter. Et donc la mort est toujours dans le cabinet, même si c'est pour vérifier la tension artérielle, elle est là. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que quand je vais voir le médecin, eh bien je réalise effectivement que j'ai un corps, mais qu'en fait je ne sais rien de ce corps. Quand vous avez mal au rein, quand vous avez une colique néphrétique, en fait, vous réalisez que vous avez un rein parce que dans la vie de tous les jours, vous ignorez tout de votre rein. Et d'ailleurs, ce rein qui est vous, vous ne le verrez jamais dans votre vie. Vous ne le toucherez jamais avec vos doigts. Donc il est vous, mais vous ignorez tout de ce qu'il est. Et quand vous rentrez dans un cabinet médical, eh bien, tout d'un coup, vous vous rappelez que vous avez un corps, que ce corps peut faire mal, quand ce corps est vous, mais que vous ignorez tout de lui, qui est vous. Donc vous ignorez tout de vous. Comment on appelle ça en termes psychiatriques? Un épisode psychotique. C'est-à-dire, quand en fait, et je suis sûr que vous voyez, si vous avez, en ce moment il y a une épidémie de grippe, quand vous avez la grippe, eh bien, vous avez du mal à penser, vous transpirez, vous ne pouvez plus vous lever, vous n'êtes plus vous-même, vous vous sentez mal, mais y compris en tant que sujet pensant. Et donc, il appartient au médecin de gérer cet épisode psychotique. Alors bien sûr, son autorité, sa prescription, va faire que la parole qu'il va vous porter va vous soutenir et va vous étayer. Il va vous dire, vous avez une colique néphrétique, c'est un caillou qui s'est coincé, donc vous avez mal, je vais vous donner un anti-inflammatoire, vous allez prendre un bain chaud, etc., etc., et puis on fera une échographie pour savoir ce qu'il y a. Et donc tout d'un coup, ça met du sens. Vous vous réappropriez vous-même à partir d'un discours rationnel qui correspond à votre physiologie et votre physiopathologie. Mais là aussi, ça n'aborde qu'une seule partie de la question. C'est que, en fait, oui, mais finalement, avoir mal, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que j'ai mal? Et pourquoi moi j'ai un caillou dans les reins et pourquoi pas d'autres? Et pourquoi ça m'arrive aujourd'hui? Enfin, les patients vous posent ça comme question. Et pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive aujourd'hui? Pourquoi pendant 40 ans j'ai vécu comme ça, il m'arrivait rien et tout d'un coup il m'arrive quelque chose? Et là, bien entendu, qu'est-ce qu'on dit nous? On dit c'est la vie, on dit oui c'est comme ça, on vieillit, ça va plus mal, et un jour il vous arrive un pépin. En fait on n'a pas de réponse à ces questions. On n'a pas de réponse à ces questions. Et puis, de plus en plus dans le cabinet médical, on fait de la prévention. Primaire, secondaire, d'ailleurs. Même notre président de la République disait que c'était un des objectifs importants de la médecine, d'améliorer la prévention. Mais oui, mais dans la prévention, qu'est-ce qu'on fait? On dicte au malade comment il doit être dans la vie. On va lui dire, vous fumez pas, vous buvez pas, vous devez faire de l'activité physique, etc. Mais quelque part, on lui dit comment il faut qu'il se comporte dans sa vie pour aller bien, mais c'est à lui de décider comment aller bien, et c'est à lui de définir ses priorités dans la vie. Et eh bien, ne pas fumer, c'est peut-être pas forcément sa priorité à lui, ou le contraire, ou je ne sais pas. En tout cas, la question peut se poser. Et d'ailleurs, vous voyez, je prends un exemple concret. On a une augmentation de l'incidence du mélanome dans les pays occidentaux à cause de l'exposition au soleil. Donc on va dire qu'il ne faut pas s'exposer au soleil, mais après tout, c'est bien d'être exposé au soleil. La plupart d'entre vous, vous aimez d'ailleurs quand les beaux jours arrivent, sortir, regarder le soleil, et puis même je suis sûr qu'il y en a qui aiment bien bronzer au bord de la plage, c'est pas forcément désagréable. Et alors, mais qui décide de la balance entre le bien-être qu'il y a à s'exposer au soleil et le risque qu'on prend d'un mélanome? Est-ce qu'on discute de ça dans le cabinet médical?
Non, il y a une injonction à dire, ben, ne sortez pas entre 13h et 15h, c'est le moment où l'indice UV, etc. Il y a un choc de rationalité. Il y a une première rationalité qui est qu'effectivement, il y a des UV qui peuvent déclencher un mélanome, et un mélanome, c'est une saleté. Mais d'un autre côté, il y a le soleil qui vous fait du bien. Et le soleil a quasiment une valeur spirituelle, anthropologique, hein, de retrouver l'astre qui nous chauffe, qui fait que la vie existe, qui fait que les plantes poussent. Ben, le fait d'être avec lui et de sentir sa chaleur, eh bien, on se sent bien, on se sent en communion avec l'environnement, avec la nature, avec le monde, avec les autres, etc. Mais ça échappe bien sûr totalement à la rationalité médicale, telle qu'elle est conçue dans notre médecine occidentale. Et donc on en arrive à la nécessité d'une médecine intégrative où, bah, bien entendu, si notre objectif c'est de faire que le patient aille bien, eh bien nous devons tenir compte de ce qui fait que lui pense être important dans sa vie pour aller bien. Et c'est ça une médecine intégrative. Alors comment on fait? Alors en principe, bah, si on intègre, vous savez, il y a le mot clé modèle biopsychosocial, où on va intégrer toutes les facettes de l'humain pour pouvoir faire qu'il va aller bien. Eh bien, figurez-vous que c'est un leurre. Figurez-vous que c'est un leurre pour plusieurs raisons. Alors, la première, vous voyez, quand on dit modèle biopsychosocial, on a l'impression qu'on dit tout. D'ailleurs, que c'est un peu un problème, parce que quand on dit tout, en général, on dit rien. Parce qu'on dit il y a le biologique, la psychologique, il y a le social, donc il y a tout, d'accord? Eh bien, en discutant récemment avec un collègue de Singapour, il me disait, ah oui, vous avez le modèle biopsychosocial, nous on a le modèle biopsychosocial et spirituel. Et vous voyez, c'est intéressant, c'est que quand on pense que dans le biopsychosocial il y a tout, eh bien, on oublie un pan énorme, et c'est un signe qu'on l'oublie. C'est qu'un signe qu'on l'oublie, c'est qu'on n'a pas envie du tout d'imaginer que notre médecine puisse travailler avec la spiritualité. Alors que, en France, plus de la moitié des gens reconnaissent avoir quelque chose en rapport avec la spiritualité. Donc, biopsychosocial, spirituel. Mais aucun modèle scientifique et rationnel n'a la prétention de représenter l'humain à partir d'un modèle biopsychosocial spirituel. Ça n'existe pas aujourd'hui, ça n'existe pas. Il n'y a même pas le début du commencement de quelque chose comme ça. Il y a de l'anthropologie, il y a de la sociologie, il y a des psychologies, des sociologies, des anthropologies, même des biologies. Comment voulez-vous intégrer tout ça dans un savoir scientifico-rationnel pour prendre en charge des patients? C'est pas possible. Et donc la seule solution, eh bien, c'est le bricolage, qui est un concept des sciences humaines et sociales. Vous savez, ça vient de certains artistes qui se mettent comme contrainte de, ben, j'ai ça autour de moi, eh bien, avec ça, je vais faire une œuvre d'art. On appelle ça du bricolage. Et donc, ben, je vais réfléchir avec ce petit drapeau, ce stylo, cette télécommande, cette table, je vais les organiser, et puis je vais proposer d'en faire quelque chose. Je peux faire quelque chose avec juste ce que j'ai. Eh bien, la médecine, fondamentalement, c'est du bricolage, et il faut s'en souvenir. Certes, nous travaillons avec un savoir scientifique considérable qui a fait que notre médecine est extraordinairement efficace, mais in fine, au bout du compte, nous devons gérer un sujet dans sa globalité que nous ne comprenons que très peu et donc nous devons faire en toute humilité avec ce que nous avons autour de nous. Merci pour votre attention.